et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin ici au cœur de notre plateau sécurité intérieure et défense pour un ensemble d'interviews, de débats, d'échanges qu'on vous propose tout au long de la journée. Et ce matin, nous avons l'immense plaisir d'avoir à nos côtés monsieur le sénateur Marc-Philippe Daubresse, sénateur du Nord. Vous êtes également le vice-président de la commission des lois. Alors, vous êtes le co-rapporteur d'un certain nombre de projets. Précédemment, nous en parlions ensemble du rapport d'information sur la reconnaissance biométrique dans l'espace public, qui a fait l'objet d'une trentaine de recommandations, qui est d'ailleurs accessible sur le site du Sénat. Donc, chacun d'entre vous peut bien sûr y avoir accès, à ceux qui nous suivent à distance également. Et puis, vous êtes le co-rapporteur de la fameuse LOPMI, cette loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui nous amène évidemment dans l'actualité, à moins de 500 jours des Jeux Olympiques Paralympiques Paris 2024. Quels sont les points saillants de cette LOPMI, ceux sur lesquels vous avez mis un accent en particulier? Bonjour à tous. D'abord, la LOPMI, c'est une loi d'orientation et de programmation. Alors, pour avoir été ministre sous Chirac et Sarkozy, j'ai fait moi-même une LOPMI quand j'étais ministre du Logement. Ça vous permet de définir les grandes orientations à 5 ans d'un grand ministère comme l'Intérieur, donc qui concerne les forces de l'ordre, bien sûr gendarmerie, police, mais aussi la sécurité civile, les pompiers, mais aussi l'ensemble des dispositifs de préfecture, sous-préfecture, enfin tout ce qui relève des moyens du ministère de l'Intérieur. Et ça vous permet d'orientation et de programmation budgétaire, ça vous permet de garantir un volume de crédit qui ne risque pas d'être détricoté par Bercy. Moi, quand j'ai pu faire passer avec Jean-Louis Borloo mon plan logement qui était très ambitieux à l'époque, puisque on était à peu près avec 50% de construction de plus que ce qu'on va avoir à la fin de l'année, évidemment que le ministère du Budget, il cherche à vous repiquer tous les crédits que vous avez extorqués avec l'arbitrage du président de la République. Bon, là, Darmanin a réussi, il faut lui reconnaître ce mérite, à passer d'environ 20,7 milliards d'euros de budget à un peu plus de 25 milliards, c'est-à-dire une augmentation de 22% des crédits sur 5 ans, qui sont d'ores et déjà dans la loi budgétaire de 2023, que Mme Borne a passé avec un 49.3, et donc qui sont d'ores et déjà, par exemple, des recrutements de brigades mobiles, de gendarmerie, des achats de matériel importants, comme par exemple pour créer la radio du futur, il y a beaucoup d'argent sur ces milliards. Il y a environ entre 8 et 9 milliards qui concernent la cybersécurité, le numérique, le fait d'avoir une seule radio en cas de crise d'inondation comme on a connu dans les Alpes-Maritimes. Et ils ont été incapables de communiquer entre eux, qui permettent l'interopérabilité des outils, gendarmerie, police et pompiers, par exemple, etc., etc. Donc, la LOPMI, elle contient tout ça, et elle contient quelques dispositifs à la marge de réponses qui débordent un peu sur le périmètre du garde des Sceaux, mais le garde des Sceaux avance très lentement. On attend avec intérêt la LOPJ sur la justice, mais c'est comme Seran, on ne la voit pas venir très vite. Et on a travaillé sur les cyberattaques. Donc, on a mis un dispositif qui oblige les entreprises hackées et attaquées à déposer plainte pour pouvoir bénéficier du remboursement d'une assurance. On a discuté sur les délais, c'est sous 48 heures finalement. Alors, il y a eu un débat là-dessus, parce qu'il y a ceux qui disent qu'il vaut mieux pas en parler pour mieux gérer le problème. Puis il y a ceux qui disent, notamment la police, si on veut repérer ceux qui sont en train de cyberattaquer, plus vite on le sait, mieux c'est. Bon. Donc on a eu un débat très intéressant, d'ailleurs au Parlement, à l'Assemblée comme au Sénat. Et puis il y a le fait qu'on n'a pas réussi à passer dans cette LOPMI de dispositifs pour protéger mieux pour les Jeux Olympiques, par exemple, ou la Coupe du Monde de rugby. Et le fait qu'il y a une loi spécifique Jeux Olympiques dans laquelle j'ai essayé de passer un amendement sur mon rapport. Et n'ayant pas réussi à le faire passer à ce moment-là, j'ai dit que je ferai une proposition de loi. Ça y est, je l'ai déposée hier. Elle sera co-signée par les Républicains et les centristes du Sénat, donc elle va être votée.
puisque les deux groupes qui sont majoritaires à eux deux, il y en a d'autres qui vont la voter. Et donc cette proposition de loi, elle repose sur la partie reconnaissance biométrique en temps réel pendant les Jeux Olympiques, c'est ça? La question qui est posée est simple. Au Sénat, nous sommes avec la balance entre protection des libertés, notamment individuelles, et renforcement de la sécurité. Et la question qui est posée est celle-ci. Est-ce que, dans les conditions actuelles et avec la loi telle qu'elle est votée, les forces de l'ordre disposent, et avec le climat de violence que vous constatez chaque jour à la télévision un peu plus, est-ce que les forces de l'ordre disposent d'un outil suffisamment fiable pour prévenir des attentats présumés terroristes le jour de l'ouverture, par exemple, des JO, où vous avez 6 sites sur 7 km de long le long de la Seine, entre 50 et 80 000 personnes attendues, avec des sportifs, des organisateurs, des forces de sécurité publiques, des forces de sécurité privées, et avec évidemment des terroristes qui peuvent se glisser. Comment fait-on ? Et nous avons posé dans la loi, c'est interdit, l'authentification en temps réel est possible aujourd'hui uniquement sur réquisition de l'autorité judiciaire, d'un juge qui veut appréhender, pouvoir constater un délit ou un crime venant d'une personne qui le cherche, ou les services de renseignement. Mais aujourd'hui, l'authentification, par exemple, par les services de police classiques n'est possible qu'a posteriori. Par exemple, les caméras de vidéoprotection dans les villes, la police peut, a posteriori d'un cambriolage, demander à voir les caméras de la ville et ensuite, elle peut faire quelque chose, mais a posteriori. Nous, on a posé un principe de base, l'authentification en temps réel est interdite. Sauf dans les deux cas que je viens de citer, et dans un troisième cas, en cas d'événement exceptionnel, d'une ampleur exceptionnelle, où le risque terroriste est patent. Ça, c'est pour répondre à ce qu'on appelle le principe de proportionnalité constitutionnelle, d'avoir un dispositif qui est proportionné au risque encouru. Nous avons, pour garantir ce dispositif, renforcé le rôle de gendarme de la CNIL, pour que la CNIL puisse constater, parce que ça pose des tas de questions. Vous êtes avec un petit ami ou une petite amie à l'entrée d'une cérémonie d'ouverture, vous n'avez pas envie qu'on le sache, c'est votre liberté individuelle et c'est respectable. Il ne faut pas que l'image elle puisse circuler ailleurs. Et il faut qu'on puisse garantir qu'une fois qu'on aura comparé votre image avec l'image d'un présumé terroriste, ça soit, comme dans Mission Impossible, autodétruit et que l'algorithme soit contrôlé pour l'autodétruire. Les boîtes noires des algorithmes russes ou chinois ne peuvent pas être contrôlées. Je parle russe, je connais bien le sujet. Bon. Donc là, vous, implicitement, c'est de faire appel à des sociétés françaises ou européennes. Évidemment que les appels d'offres devront se faire, mais il faut garantir une souveraineté à minima européenne et qui garantisse en tout cas qu'on puisse aller fouiller dans la boîte noire et qu'on ait des personnes indépendantes qui puissent fouiller dans la boîte noire pour vérifier que tout ce qu'on nous dit que fait l'algorithme le fait bien. Et donc, on a mis un gendarme pour ça, en renforçant son rôle très significativement qui s'appelle la CNIL. On ne va pas créer une autre autorité. Et on a mis un comité éthique indépendant, un petit peu comme il y a eu dans le Covid, des comités scientifiques qui donnent, parce que les technologies avançant, vous le savez très bien, à une vitesse exponentielle, il faut qu'on se prépare. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec la nouvelle intelligence artificielle et si quelqu'un prenait le contrôle d'un robot à distance? Enfin, vous voyez, il faut que techniquement, on ait des scientifiques totalement indépendants, des universitaires, des scientifiques choisis pour leur expertise, et indépendants du pouvoir, en tout cas législatif comme exécutif, qui puissent prévenir certaines choses, garantir certaines choses, comme on l'a fait sur le plan sanitaire. Et cette proposition de loi, ça, c'est dans la proposition de loi. Elle fait 9 articles. Je l'ai déposée hier. Et elle sera examinée normalement le 3e semaine de juin. 3e semaine de juin. Elle a de grandes chances de passer si on a à peu près compris les signataires de cette proposition. Elle passera au Sénat. Alors, pour garantir le Conseil constitutionnel, qui est quand même le plus difficile, la censure du Conseil constitutionnel, j'ai mis une loi d'expérimentation de 3 ans, donc uniquement pour ces événements exceptionnels,
qui permettent d'expérimenter les dispositifs pendant 3 ans avec une évaluation parlementaire de chaque assemblée chaque année, des rapports remis, tous ces comités et ces gendarmes qui joueront leur rôle. Et donc, au bout de 3 ans, le fait qu'on décidera de pérenniser tout ou partie ou d'arrêter les dispositifs, elle est totalement calquée sur la loi d'expérimentation post-état d'urgence qui avait suivi le Bataclan. La loi antiterroriste qui concernait quatre objectifs: les gares, les mosquées, les assignations à résidence. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'était très ciblé. Là aussi, c'est très ciblé. Il y a un principe d'interdiction générale. Il y a 3 exceptions: l'autorité judiciaire, les services de renseignement et les événements exceptionnels, mais avec des contrôles de toutes parts. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, d'avoir été avec nous et, si je puis dire, nous avoir accueillis ici en vos terres au FIC. Merci, monsieur le sénateur, d'avoir été avec nous. Si vos interlocuteurs ont des questions ou des... Alors, on auditionne énormément de monde au Sénat. J'ai été 25 ans député. C'est un petit peu plus sérieux au Sénat qu'à l'Assemblée, je peux vous le dire. J'ai fait les deux. Donc, on auditionne beaucoup de monde. Et évidemment qu'on est à l'écoute des réflexions. Et donc, y compris des observateurs, hein, moi, j'auditionne systématiquement les associations de journalistes ou Reporters sans frontières, ou enfin, bref. Et donc, si vous avez des questions, des précisions, vous pouvez toujours m'adresser sur le site du Sénat et vous aurez une réponse. Et mon attaché parlementaire peut vous dire que je réponds toujours personnellement. C'est pas eux qui répondent, c'est moi. Et je suis journaliste et je confirme que vous répondez. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, bon d'avoir été à vous. avec nous. Bon forum. Merci beaucoup.